Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal du soir sur Télé Liban. Le président du Parlement, Nabih Berri, a tiré à boulet rouge sur la loi électorale en vigueur. Dans un entretien accordé au journal Al-Jumhuriyya, il a dénoncé un système tronqué qui a détruit le pays. Le chef du législatif a été catégorique. Cette loi ne pourra être reconduite pour les prochaines élections législatives. Il a assuré avoir soumis une proposition complète pour remplacer le texte actuel en y ajoutant un projet longtemps resté lettre morte, la création d'un Sénat selon l'accord de Taïf signé en 1989. Pour le chef du Parlement, cette réforme structurelle est indispensable pour relancer le système politique libanais, englué depuis des années dans une paralysie institutionnelle. Autre point soulevé, le vote des expatriés qu'il rejette pour les prochaines législatives, rappelant qu'il n'avait été autorisé qu'une seule fois dans la législation actuelle. Sur le plan diplomatique, le Liban a obtenu un siège au Conseil économique et social des Nations Unies, l'ECOSOC, pour la période de 2026 à 2028, à l'issue d'un vote organisé au siège de l'ONU à New York. Cette élection intervient quelques semaines seulement après une autre réussite. Le Liban a été élu vice-président de la 80e session de l'Assemblée générale. Deux avancées majeures qui traduisent un retour du Liban sur la scène diplomatique internationale. L'ECOSOC est l'un des 6 organes principaux des Nations Unies chargés de fixer les grandes orientations économiques, sociales et environnementales à l'échelle mondiale. Composé de 54 États membres élus, le Conseil joue un rôle stratégique dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable en collaboration avec les agences de l'ONU et la société civile. Israël a récupéré les corps de 2 otages israélo-américains tués le 7 octobre 2023 et jusqu'à là détenus dans la bande de Gaza par le Hamas. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que les corps de Judy Weinstein Haggai et Gad Haggai ont été rapatriés lors d'une opération spéciale de nos forces de sécurité. Le couple, âgé de 70 et 72 ans, vivait dans le kibboutz de Nir Oz, tout près de la frontière avec Gaza. Le 7 octobre, ils ont été assassinés dans les champs près de chez eux, puis leurs corps ont été enlevés par le Hamas selon le témoignage de leur communauté. L'opération conjointe du Shin Bet et de l'armée israélienne n'a livré aucun détail sur la localisation précise ou son déroulement, mais elle a permis le rapatriement des dépouilles dans un contexte de guerre toujours active. Sur les 251 personnes enlevées lors de l'attaque du 7 octobre, plus de 50 seraient encore entre les mains du Hamas, dont 32 considérées comme mortes par Israël. Côté palestinien, la riposte militaire israélienne a fait plus de 54 600 morts, en majorité des civils, selon les autorités locales, un chiffre jugé crédible par l'ONU. Pour des dizaines de familles israéliennes, l'attente continue. Un moment d'intense ferveur, plus d'1,5 million de fidèles musulmans ont convergé vers le mont Arafat en Arabie Saoudite pour l'étape centrale du Grand Hajj, le grand pèlerinage annuel à la Mecque. C'est ici, sur cette colline de 70 mètres de haut, que le prophète Mohammed avait prononcé son dernier sermon. Depuis l'aube, les fidèles récitent des prières sous un soleil de plomb. Un pèlerin souligne « C'est une émotion indescriptible. Être ici, c'est une bénédiction. » Mais cette année encore, les autorités saoudiennes tirent les leçons du drame de 2023 où plus de 1300 pèlerins avaient perdu la vie à cause de la chaleur extrême. Pour prévenir les coups de chaleur, les fidèles ont été appelés à éviter toute exposition directe entre 10h et 16h. La technologie est mise au service de la foi. Drones, intelligence artificielle, surveillance en temps réel. Objectif, gérer les foules et éviter les bousculades comme celle de 2015 qui avait coûté la vie à plus de 2000 personnes. Après Arafat, les fidèles se rendront à Muzdalifa pour ramasser les pierres en vue de la symbolique lapidation du diable demain à Mina. Mais pas de Hajj sans autorisation. Les autorités ont refoulé près de 270 000 personnes
non autorisés, renforçant les contrôles et doublant les amendes à plus de 4 700 € avec interdiction d'entrée de 10 ans. L'Arabie saoudite, gardienne des liens saints de l'islam, mise sur une organisation millimétrée pour garantir un pèlerinage sûr et fluide. Un événement spirituel, logistique et économique colossal, générant chaque année des milliards de dollars et attirant les regards du monde entier. 43 années derrière les barreaux. À 70 ans, Raghid Tatari, ancien pilote de chasse de l'aviation syrienne, incarne le symbole vivant d'une tragédie nationale. Arrêté en 1981, accusé à tort de trahison, il traverse les prisons les plus dures du régime Assad, de Palmyre à Saïd Naya, en passant par Tartous. Raghid Tatari affirme qu'à Palmyre, on perd toute l'humanité. Il tuait quand il voulait, j'ai survécu, d'autres non. Torture, isolement, humiliation. Raghid ne revoit son fils qu'après 16 ans, derrière les barreaux. Il se souvient. Je n'ai pas reconnu mon propre fils. J'ai abrégé la rencontre, je ne voulais pas qu'il me voie comme ça. Sa libération en décembre 2024 arrive après la chute brutale de Bachar el-Assad en fuite à Moscou. Il est l'un des 60 000 détenus politiques libérés. Mais la joie reste incomplète. Des milliers de familles ignorent toujours le sort de leurs proches disparus. Des ONG estiment que plus de 200 000 sont morts dans les geôles du régime. Raghid Tatari insiste. Je ne veux pas de vengeance, je veux la justice, que chacun paye pour ce qu'il a fait. Son combat aujourd'hui, témoigner, reconstruire et espérer. Lui qui a vécu à la nuit syrienne est désormais une mémoire vivante dans un pays à reconstruire. À quelques semaines d'un sommet stratégique à La Haye, l'OTAN est sous pression. Washington exige plus de moyens, plus d'engagement et surtout plus d'argent. Le secrétaire à la Défense américain, Pete Hegseth, l'a bien affirmé depuis Bruxelles. Nous sommes ici pour continuer le travail engagé par le président Trump. Nous pensons que les Alliés atteindront les 5% du PIB consacré à la défense. 5% du PIB, un seuil inédit, bien au-delà des 2% fixés en 2014. Mais les Européens n'avancent pas tous au même rythme. L'Espagne, l'Italie ou encore la Belgique sont encore à la traîne. Pour faciliter l'adhésion, le secrétaire général Mark Rutte propose une formule à 2 volets. 3,5% pour la défense militaire pure et 1,5% pour les dépenses élargies de sécurité comme la cybersécurité ou la mobilité militaire. Un compromis qui pourrait rallier les pays les plus réticents. Mais pour certains, la définition de ce qui révèle de la sécurité reste floue. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a pour sa part exprimé sa conviction de parvenir à un accord ambitieux au sommet dans la mesure où l'OTAN n'a pas d'alternative, a-t-il dit. La Russie, omniprésente dans les discussions, inquiète. L'ambassadeur américain à l'OTAN l'a dit sans détour. Moscou prépare déjà son prochain coup. L'enjeu du sommet de La Haye sera donc clair, construire une Europe plus autonome, mais alignée face à une menace militaire mondiale persistante sous le regard toujours exigeant de Washington. En Ukraine, une attaque de drones russes dans la région de Tchernigiv, au nord-est du pays, dévaste un quartier résidentiel. La Russie répond, selon elle, aux attaques menées par l'Ukraine sur plusieurs aérodromes militaires russes le week-end dernier. Épisode de plus dans une guerre qui ne connaît aucun répit. Mais cette fois, l'attention est aussi diplomatique, avec un acteur clé qui fait son retour, Donald Trump. Mercredi, le président américain s'est entretenu pendant plus d'une heure avec Vladimir Poutine. Une bonne conversation selon Trump, mais il prévient, il n'y aura pas de paix immédiate. Le président russe aurait promis de riposter aux frappes ukrainiennes, une déclaration qui inquiète à Kiev. Le président Zelensky a commenté. Quand Poutine sent de la faiblesse, il commet de nouveaux crimes. Autre acteur qui se mêle au jeu, la Corée du Nord. Kim Jong-un affiche un soutien total à Moscou à l'issue d'une nouvelle rencontre avec un haut conseiller du Kremlin. Sur le plan diplomatique, les négociations d'Istanbul piétinent. Moscou pose ses conditions. Retrait ukrainien des territoires, fin de la demande d'adhésion à l'OTAN, réduction des effectifs militaires.
Des ultimatums inacceptables selon Kiev. Seule avancée, un nouvel échange de prisonniers prévu ce week-end. 500 soldats de chaque camp doivent être libérés. Une lueur d'humanité dans une guerre qui continue de faire des ravages. À quelques kilomètres de l'ancienne zone interdite de Fukushima, un jeune homme redonne espoir à toute une région. Takuya Haraguchi, 25 ans, cultive des kiwis. 11 ans après la catastrophe nucléaire de 2011, ce fils d'Osaka a choisi de tout quitter pour repartir de zéro dans la commune d'Okuma, désertée après l'accident. Takuya raconte: « J'avais peur des radiations quand j'étais enfant, mais aujourd'hui, je veux montrer que Fukushima peut renaître. À Fukushima, la terre a été décontaminée, la couche supérieure du sol retirée et des capteurs mesurent chaque jour le niveau de radioactivité. Les analyses sont claires. Les fruits sont mûrs à consommation, affirment les autorités. Les pêches locales sont revenues dans les grandes enseignes et certains Japonais achètent désormais ces produits pour soutenir les agriculteurs. Avec son projet Refruits, lancé en 2021 avec un ami, Takuya cultive 2,5 hectares et espère récolter ses premiers kiwis l'an prochain. Il incarne une nouvelle génération d'agriculteurs attirés aussi par les subventions au logement et à l'installation. Il considère que puisqu'on repart de zéro, on peut innover. C'est un terrain d'expérimentation. La vigilance reste mise, certaines zones restent interdites et des ONG comme Tarachine réalisent leur propre analyse pour s'assurer que la sécurité alimentaire est garantie. Takuya voyage pour raconter son histoire, son combat, regagner la confiance des consommateurs sans rien cacher. Dans une région marquée à jamais, les kiwis de Takuya deviennent un symbole de renaissance, d'espoir et de résilience. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt.